Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Point de vue pour la dernière émission de la semaine. Sera-ce aussi la meilleure? Ce sera à vous d'en juger. Avec les 4 sujets que nous allons traiter aujourd'hui et qu'on va découvrir tout de suite en images. Les évêques de France ont publié une déclaration contre la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et les femmes seules. Ça n'est pas forcément une surprise. De même que n'est pas une surprise le projet gouvernemental en la matière. Mais faut-il éviter une loi s'il n'y a pas de consensus sur le sujet? On se posera la question. On reviendra aussi sur la décision du président de la République de décorer, dans l'ordre de la Légion d'honneur et du mérite, 25 anciens combattants harkis ou représentants d'associations de ces combattants algériens qui avaient choisi le camp français. Ces mesures sont-elles à la hauteur? Nous essaierons d'avoir votre point de vue là-dessus, ceux de nos invités et aussi ceux des internautes. Et puis on parlera des allocations chômage. On attend aujourd'hui un rapport sur ce sujet qui doit être remis au Premier ministre et à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Faut-il rendre ces allocations dégressives pour favoriser la recherche d'emploi, comme le préconisent certains? On en parlera. Et puis on parlera du sport. Ce week-end, c'est la fête du sport, mais les sportifs n'ont pas le moral parce que le gouvernement leur coupe les vivres, ou plus exactement qu'il diminue leur budget de 6%. C'est prévu pour l'année prochaine. Le sport français manque-t-il d'argent? Ce sera la dernière question qu'on se posera ce soir avec nos 4 invités. Bonsoir Judith Ventraub. Ravi de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes bien sûr grand reporter au Figaro Magazine. Chacun le sait. Guillaume Bernard est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, j'adore ce mot, a été publié aux éditions des Clés de Brouwer. Alexis Poulain, bonsoir. Vous êtes cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne.media. Vous assurez aussi diverses chroniques, notamment sur l'Europe. Vous étiez sur Le Média, ce site internet proche de la France Insoumise l'année dernière. Et puis cette année, ça s'est un peu moins bien passé, mais on ne va pas revenir là-dessus, ce serait trop long. Un peu compliqué. Voilà, du coup vous avez retrouvé, vous êtes encore plus libre de dire ce que vous pensez. Plus libre. Et Étienne Girard est là aussi, bonsoir Étienne, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste politique à Marianne et votre magazine fait sa couverture cette semaine sur les difficultés que semble traverser la présidence de la République. Ça s'appelle tout simplement Panique à l'Élysée, avec en sous-titre les barbouzes de la com présidentielle. Je suis sûr qu'ils vont adorer. On commence avec un premier sujet qui fait la une du Figaro de ce matin, une déclaration des évêques de France qui affirment ou réaffirment leur opposition à la PMA dite pour toutes. Les évêques considèrent que la vie ne se vend pas ni ne s'achète et ils dénoncent le risque d'une forme d'eugénisme libéral où chacun pourra choisir son enfant à la carte grâce à la technologie de la procréation médicalement assistée. Du côté du gouvernement, on sait que ce projet est dans les tuyaux. Il faisait d'ailleurs partie des promesses d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Pour autant, ajoutait-il qu'il y a un consensus sur ce sujet. En tout cas, Christophe Castaner, qui est l'un des hommes clés de la Macronie, l'a répété vendredi dernier lors de la rentrée de la République En Marche, sur un certain nombre de sujets, dont celui-là, le gouvernement est droit dans ses bottes. Écoutez. Nous soutenons l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes et son remboursement intégral. Nous nous montrons favorables à l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes. Nous choisissons de permettre aux femmes de disposer pleinement de leur corps et de pouvoir gérer leur vie comme elles l'entendent. Étienne Girard, dans un éditorial de ce matin, Vincent Trémollet-de-Vert dans le Figaro dit « Attention, soyons prudents sur ce sujet, il n'y a pas consensus. Est-ce que c'est vraiment utile de réveiller des conflits comme il y a pu en avoir au moment de la loi Taubira ?» De toute façon, sur les lois bioéthiques, il n'y a jamais de consensus et il n'y aura jamais de consensus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'interdire de légiférer parce que toute la société française n'est pas d'accord sur le sujet? Non. Il me semble que le rôle du politique, c'est savoir prendre des décisions, savoir faire voter des lois, quand bien même une partie minoritaire, parfois majoritaire de la population est contre. Et pour ça, il suffit d'avoir la majorité au Parlement. C'est pour ça que, de principe, je ne dirais pas que non, parce qu'il n'y a pas de consensus, il faut s'interdire de légiférer. Après, évidemment, sur les lois bioéthiques, et cette loi PMA en est évidemment une, il faut être prudent. Il faut toucher à la loi avec une main tremblante. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, il est important de lire tous les rapports, d'écouter tout le monde, de procéder à énormément d'auditions. Mais il ne faut pas s'interdire de prendre des décisions. Non.
Alors, on salue tous nos internautes, bien sûr, qui nous ont rejoints. Il y a Pierre, il y a Marie-Vonne, il y a Jacques, qui sont sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur lefigaro.fr. 2 réactions qui viennent d'arriver, qui sont d'ailleurs assez contraires, et tant mieux, ça permet de nourrir le débat. Iso nous dit qu'on le veuille ou non, la PMA aura lieu. Inutile de perdre son temps sur ce sujet, tandis que Gérard considère au contraire que la PMA est une mesure antisociétale qui prive l'enfant, qui prive l'enfant de connaître son père. Guillaume Bernard, quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce qu'il faut légiférer ou est-ce qu'il faut mieux l'éviter? Ça dépend du point de vue où vous vous mettez, c'est-à-dire que... Et quel est le vôtre? Attendez, un instant. Il est bien évident que si Emmanuel Macron a l'envie d'essayer de cliver politiquement le pays en mettant d'un côté les progressistes et de l'autre côté les conservateurs, il a intérêt effectivement à vouloir légiférer. Et puis en plus, ça lui présenterait pour lui un avantage très grand, c'est qu'il diviserait le camp qui est classé à droite. Parce qu'évidemment, il y a des libéraux à droite qui sont évidemment favorables à cette liberté individuelle-là, tandis qu'il y a des conservateurs qui, eux, seraient plutôt hostiles. Donc, d'un point de vue de la stratégie politique, cliver pour favoriser son propre camp, pour Emmanuel Macron, ça serait de bonne stratégie. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait François Hollande, évidemment, avec la loi Taubira, essayer de rassembler son camp. Après, évidemment, pour ce qui est de mon point de vue, moi, je rejoins évidemment les positions plutôt conservatrices. Ça n'étonnera personne ici. Je pense même que la PMA qui est ouverte aux couples hétéros pose problème parce qu'en fait, c'est une chosification de l'enfant et que, en tout cas, l'étendre encore, je dirais, à des personnes seules ou à des personnes en couple homosexuel, ça veut dire qu'on fait fi, je dirais, de la réalité naturelle et sociale. Les couples hétéros sont stériles par accident, les couples homos sont stériles naturellement. Et donc, par conséquent, il me semble que ce serait une mauvaise idée d'étendre la PMA. Mais encore une fois, moi, je pense qu'on a déjà ouvert la boîte de Pandore en permettant la PMA à des couples hétérosexuels, en faisant en sorte que, dans le fond, l'enfant est traité comme étant un objet qu'on peut désirer ou pas, et non pas considéré comme véritablement un être singulier et ayant sa propre identité. Et une vie ne se vend pas ni ne s'achète, la vie est donnée et elle se donne, considèrent les responsables de l'Église catholique. Judith Weintraub, votre point de vue sur ce sujet? Il faut quand même prendre en compte un principe de réalité. L'ouverture de la PMA aux femmes célibataires ou aux couples de femmes peut ne pas se faire, mais auquel cas on encourage cette pratique-là à l'étranger ou alors la fraude. Il y a actuellement des femmes qui se prétendent stériles et en couple, alors qu'elles sont en couple de femmes et se disent couple hétéro. Donc bon, il faut prendre en compte la réalité de la vie. Ce qui est très gênant dans cette loi, c'est la négation du père. Si cette loi était promulguée, elle entérinerait la négation du père. Elle nierait le père comme élément stabilisateur de l'enfant. Par définition, l'accident de la vie peut faire qu'on se retrouve sans père. Concevoir un enfant sans père, c'est autre chose, c'est une autre intention. Donc ça me paraît dommageable. On est en fait dans, je disais, le principe de réalité, faire en sorte que les pratiques, puisqu'elles ont lieu, et que ça sera, à mon avis, impossible à empêcher, à éliminer, à réfréner, qu'elles aient lieu dans des conditions de sécurité, dans des conditions de relative bon sens et de façon saine par rapport aux relations d'argent. Mais ce qui veut dire aussi qu'il faudra se poser la question du remboursement. Vous avez vu que Christophe Castaner va jusqu'au remboursement. D'autres sont beaucoup moins favorables parce que le remboursement, évidemment, revient à établir un droit à l'enfant. Donc ça pose un tas de questions et politiquement, en fait, c'est plus succinct qu'il n'y paraît parce qu'une partie du gouvernement d'Emmanuel Macron est assez contre. À peu près tous les ministres venant de la droite
et du centre. Du centre, je pense à Jacqueline Gouraud. De la droite, je pense à Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est moins connu, secrétaire d'État. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, dit que c'était pas leur truc. Mais pas le Premier ministre, hein. Édouard Philippe lui dit qu'il a évolué sur ce sujet. C'est pour ça que j'ai dit à peu près tous. Pardon, Oui, non, mais vous avez raison, il a évolué, et pour cause d'ailleurs. Mais les ministres issus de droite et du centre ne sont pas les seuls, puisque Gérard Collomb lui-même avait dit que ça posait des problèmes et qu'il y avait peut-être plus urgent, en citant par exemple la lutte contre le chômage. Donc dans une situation déjà compliquée pour Emmanuel Macron avec les cadres de sa majorité et son gouvernement, il prend un risque à créer des fractures supplémentaires. D'autres réactions de nos internautes sur le Figaro. Myriam nous dit la PMA, tant que ce n'est pas pour des femmes seules en manque d'affection, pourquoi pas, pour les couples homosexuels ou pas, d'ailleurs. Tandis que Plutois nous dit non, pas de marchandisation du corps humain. Marchander le corps, non. Et Johan qui nous dit PMA, GPA, cela est du commerce. J'aimerais que nous parlions de l'enfant proprement dit. Alexis Poulain. Oui, le droit à l'enfant pose la question de l'enfant qui n'a pas demandé. Enfin, autour de cette table, personne n'a demandé à naître. Ça arrive comme ça, que ce soit par un couple classique ou par la PMA. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des lois qui permettent plus de liberté, plus de choix, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il suffit d'aller en Belgique, il suffit d'aller dans des pays voisins pour faire ces procédures. Donc, c'est mettre des bâtons dans les roues de personnes qui ont des désirs d'enfants. Je pense que quand on est dans cette démarche, on souhaite accueillir l'enfant de la meilleure façon possible et qu'il y a un énorme respect justement de cette vie-là qui est difficile à avoir. Les questions, les lois sociales, comme vous l'avez dit, posent toujours un problème puisqu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord et on ne peut pas gouverner sur la température de l'eau en disant voilà, je sais que les gens ne seront pas d'accord, mais cette loi-là, si elle est faite, elle permettra quand même à des couples, à des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'accéder beaucoup plus facilement à ce souhait. Donc pour moi, ça reste à voir effectivement quels seront les textes, comment ils peuvent assurer la meilleure sécurité. Et les évêques ont raison d'avertir sur le principe de marchandisation du corps, parce que derrière, c'est toute la bioéthique et toute la question de ce qu'on est en train de faire de notre ADN qui va poser question. Donc il faut être sensible à ça et dire que ce n'est pas une boîte de Pandore qui s'ouvre, congélation d'ovocytes, etc. Qu'est-ce qui se passe si la société fait que maintenant les femmes attendent 50, 60 ans pour enfanter parce qu'elles ont congelé leurs œufs. Donc ça va compliquer la donne. Notamment pour favoriser leur carrière professionnelle. Étienne Girard, qu'est-ce que vous pensez de l'argument soulevé par Julie Ventrobe en disant il y a quand même un sujet avec cette PMA pour les couples de femmes, c'est qu'elle prive délibérément l'enfant d'un père, et ça c'est quand même un point important. Mais c'est le seul argument valable et sur lequel il est intéressant de discuter, à mon sens, parce que l'argument du droit étranger, en réalité, on ne peut pas inscrire quelque chose dans notre droit sous prétexte que ça se passe à l'étranger. On a les mêmes débats, par exemple, sur la légalisation du cannabis. Ce n'est pas parce que c'est légal dans certains pays qu'il faudrait, par principe, le légaliser en France. Donc, on est sur en effet l'argument de fond intéressant. Moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas que, par principe, naître comme parents deux personnes de même sexe, ce soit mauvais et pour soi et pour la société et pour l'ordre public. Donc c'est pour ça que moi, je fais partie des gens... C'est dans le sens. Comment ça ? La question, c'est est-ce que c'est bon pour un enfant, sans connaître ni l'enfant ni les parents, d'avoir un père et une mère ? Non, mais est-ce que c'est mieux ? Non, est-ce que c'est bon ? C'est dans ce sens-là. Donc, dès lors que oui, mais la vie n'est pas comme ça. Non, mais la vie, elle fait ce qu'elle veut. Mais dès lors que vous dites que le schéma dans lequel vous avez un père, une mère pour un enfant, grosso modo, celui qui garantit, sans que ce soit à 100%, l'épanouissement le meilleur et le plus heureux, évidemment, vous n'êtes pas en train de traiter les cas individuels. Vous ne dites pas, à contrario, que tout enfant né d'un couple de femmes ou d'une mère célibataire sera plus malheureux qu'un enfant né d'un père et d'une mère. Mais bon, moi, je pense pas que par principe, naître d'un père et d'une mère soit particulièrement mieux que les autres cas de figure. Guillaume Bernard ? Alors, il me semble quand même qu'il y a un ordre des choses
que vouloir à tout prix, je dirais, s'en extraire pour faire un droit qui soit parfaitement artificiel ne soit pas quelque chose de parfaitement souhaitable. Et puis il y a un autre sujet, en revanche sur le fait que ça soit le cœur du problème, le fait d'éliminer par principe le père, c'est le cœur du problème, mais il y a un autre élément, c'est que qui dit PMA dit tri des embryons et effectivement, incontestablement, possibilité d'une pratique eugéniste. Alors certes, qui ne sera pas décidée par, je dirais, une autorité étatique, donc ça ne sera pas nécessairement, je dirais, une politique délibérée d'élimination de certains enfants ayant des tares potentiels, mais en revanche, il peut y avoir une pression sociale pour effectivement réaliser ce tri. Et l'eugénisme, même individuel, reste de l'eugénisme, et dans la PMA, il y a nécessairement cette pratique-là, qui est tout de même problématique. Quelque chose me dit qu'on reparlera de ce sujet, sauf si le gouvernement décide de ne pas donner suite à ce projet, mais ça n'est pas aujourd'hui l'hypothèse la plus probable. Les harkis, ces anciens combattants qui étaient algériens mais qui avaient choisi le camp de la France pendant le conflit qui a précédé l'indépendance de ce pays. Il y en a environ 90 000 qui sont revenus en France. D'autres, plusieurs dizaines de milliers, sont restés en Algérie, ont parfois été tués, en tout cas très, très maltraités. C'est le cas aussi des harkis qui sont revenus en France, qui ont été à l'époque mis dans des conditions d'hébergement notamment qui étaient extrêmement difficile. Très longtemps, la République a ignoré ce sujet. Et puis voilà qu'on a appris que l'État avait décidé de décorer 25 anciens combattants harkis ou responsables d'associations harkis. C'est une mesure qui fait suite à une autre décision prise au plus haut niveau de l'État par le président de la République, qui était de reconnaître, c'était il y a quelques jours, la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin, ce jeune militant communiste proche du FLN qui avait été arrêté par l'armée pendant la guerre d'Algérie et dont on n'avait jamais retrouvé le corps. Est-ce qu'en quelque sorte, il y a la volonté de l'État de faire un geste du côté d'un camp et un autre geste de l'autre? C'est pas loin d'être ce que pense Éric Coquerel, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui était ce matin chez nos confrères de Public Sénat. Donc ce n'est pas le geste en tant que tel qui me pose problème, c'est le fait que manifestement le président de la République estime que s'il fait un geste d'un côté, il faut qu'il fasse de l'autre. J'ai l'impression comme ça qu'il y a une concurrence des mémoires, il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce qu'il y a une concurrence des mémoires, Alexis Poulain, ou une volonté de donner des gages à chaque camp, entre guillemets ? Non, ça ne me paraît pas être une concurrence de mémoire. C'est important de reconnaître chaque camp. C'est important aussi d'avancer sur ce dossier algérien. Enfin, on a fait l'autruche pendant des années, la République française, en appelant ça les événements, en oubliant Sharon, en oubliant tout ce qui s'est passé d'émeutes ici sur notre territoire et de l'autre côté de la Méditerranée. Il est temps de faire un travail d'histoire avec les historiens, avec les acteurs encore qui sont en vie de ce conflit, et bien sûr de reconnaître les responsabilités de l'État français dans les fautes qu'il y a pu avoir auprès des populations et auprès des harkis notamment. Donc c'est normal, mais on n'est pas là dans un jeu de concours de mémoire ou de pêche aux voix. C'est important. Je pense que la République ait enfin une position claire sur ce qu'a été ce conflit assez affreux de la décolonisation. Vous nous donnez votre avis, bien sûr, sur les différents canaux qui s'ouvrent à vous, chers internautes. C'est ce que fait Antox, qui nous dit « Les harkis méritent une reconnaissance nationale ». Tandis que Johan dit « Ce geste n'est nullement à la hauteur. Les harkis ont été massacrés, puis mis dans des camps ». Judith Weintraub. Oui, si c'est dû en même temps, en tout cas c'est dû en même temps mal fait et déséquilibré. Une décoration ne vaut pas reconnaissance d'avoir que l'État français ait tué quelqu'un en le torturant. On attend d'une part une reconnaissance de l'État français qu'il a torturé des partisans de l'Algérie française, parce que ça n'a pas été dit, encore jamais été dit, puis surtout du gouvernement algérien. Des partisans de l'Algérie indépendante plutôt.
S'il y avait eu des tortures. Le gouvernement français, qui a changé de camp quand il pourchassait Salan, a torturé des amis de Salan et des partisans de l'Algérie française pour les faire parler et pour lui. Je pensais que vous faisiez allusion à Maurice Audin, c'est pour ça. Non, c'était vraiment des tortures. Il y a des témoignages qui ont fleuri ces derniers temps à cause justement de Maurice Audin, enfin de la reconnaissance de la torture de Maurice Audin. Puis il y a surtout le gouvernement algérien qui n'a jamais accepté de reconnaître une quelconque culpabilité du FLN, qui avait des pratiques de torture et des pratiques atroces d'attentats meurtriers. C'est d'ailleurs, Maurice Audin a été soupçonné d'avoir exfiltré les auteurs d'attentats très meurtriers en Algérie. Étienne Girard, vous trouvez que ces mesures sont à la hauteur du sujet des harkis? On sait que les associations de harkis, il y a d'ailleurs un de leurs représentants qui s'exprime dans le Figaro Magazine d'aujourd'hui, demandent, eux, des indemnités sonnantes et trébuchantes à l'État français pour tout ce qu'ils ont subi. Ce qui est sûr, c'est que rien ne sera à la hauteur de la dette qu'a la France envers les harkis. De toute façon, la France, pendant des dizaines d'années, s'est très mal comportée avec les harkis qui ont dû attendre 1974 pour être considérés comme des anciens combattants français. Donc, si on essaye de quantifier ça, on n'y arrivera jamais. C'est impossible de quantifier cette dette-là. Après, est-ce que c'est bien aujourd'hui d'avoir des gestes envers les harkis? Oui, c'est important. Je suis incapable de vous dire si cette somme de 40 millions, elle est suffisante. Mais ça, c'est la somme qui est proposée aujourd'hui pour un fonds d'indemnisation. Voilà. Les associations de harkis demandent beaucoup plus. On est plutôt en milliards dans leurs revendications. Je suis incapable de vous dire quelle somme il faut très exactement. Mais ce qui est important, c'est que la France reconnaisse les harkis comme une composante de son armée, des gens qui se sont battus pour la France à une période donnée. Et ça n'a pas été fait pendant des années. Et c'est pour ça qu'on a pris un retard immense sur cette question-là. Après, ce qui est peut-être maladroit, en effet, c'est la proximité entre les deux dates et entre les deux actes. De vouloir forcément donner si on donne aux partisans de l'Algérie indépendante de l'époque en reconnaissant ce qui s'est passé avec Maurice Audin, quelques jours plus tard il faut décorer la Légion d'honneur. Le calendrier me semble maladroit. C'est pas pour ça que ces gens-là ne méritaient pas la Légion d'honneur, et au contraire je pense qu'ils la méritaient, ils l'auraient mérité avant. Voilà, on précise que 6 d'entre eux ont reçu la Légion d'honneur ou ont été promus dans cet ordre, et 19 autres ont été distingués par l'ordre du mérite dans cette décision que nous commentons aujourd'hui. Guillaume Bernard. La France, par l'entremise, je dirais, de ses chefs d'État successifs, va de plus en plus, je dirais, dans le chemin de la repentance, y compris là où la responsabilité de l'État n'est pas directement, je dirais, en cause. Et là, quand nous sommes en face d'une situation où, objectivement, la situation des harkis est le résultat de la décision du ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, d'abandonner aux mains du FLN les soldats harkis, là, en ne les rapatriant pas tous. En ne les rapatriant pas tous, en disant bien explicitement qu'il ne fallait pas faire connaître la chose, et en sachant pertinemment qu'ils seraient éliminés. Là, en revanche, eux, on fait une mesurette qui est de leur donner quelques hochets, aurait pu dire Napoléon. Bon, puisque c'est la Légion d'honneur que lui a créée. Honnêtement, mettre sur un pied d'égalité, d'une certaine manière, par la proximité de la date, mettre sur un pied d'égalité des gens qui collaborent avec ceux qui attaquent la France, mettre sur un pied d'égalité des personnes qui sont des supplétifs, pour le coup, je dirais, des rebelles. Là, vous évoquez Maurice Audin. Exactement. Et ceux qui vont être, de manière plus générale, les porteurs de valises. Et de l'autre côté, ceux qui ont été loyaux, ceux qui ont été des soldats de l'armée française, ça me paraît parfaitement ubuesque. Le « en même temps », là, s'embrouille les pieds. Alexis Paulin, vous pensez qu'on peut maintenant parler posément de ce sujet où les blessures sont encore trop vives?
Non, c'est incroyable. C'est un sujet qui reste extrêmement difficile à aborder des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est vrai que le gouvernement algérien doit aussi faire un travail de mémoire qui n'est pas fait, qui traîne davantage, alors que la France fait davantage de pas, même si ça prend extrêmement beaucoup trop de temps. Et c'est quand même incroyable que ce conflit qui a 60 ans, on en parle encore. Il est symptomatique aussi des fractures politiques au sein de notre pays. On est encore les héritiers de cette guerre d'Algérie d'une certaine façon parce qu'on n'a pas voulu faire ce travail-là juste après et commencer à faire une concorde ou réfléchir aux exactions qui ont été faites de part et d'autre. Donc il me semble que c'est important qu'on y revienne avant que les derniers acteurs meurent et disparaissent pour que l'histoire puisse au moins être traitée avec les gens qui ont pris parti à ce conflit. On en a oublié de rappeler qu'Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, avait déjà qualifié la colonisation de crime contre l'humanité quand il était allé en Algérie. Il était ensuite revenu sur ce propos, qui avait effectivement soulevé beaucoup de réactions et d'indignation à l'époque. Quelques réflexions des internautes pour conclure ce chapitre de notre émission. Elan nous dit avec ironie, Macron mange à tous les râteliers, les élections se rapprochent. Tandis que Théodoric affirme qu'il est temps de reconnaître la responsabilité de l'État dans tout ce qu'ont subi les harkis. On va parler maintenant d'un sujet qui n'a vraiment rien à voir, les allocations chômage. Vous savez que le gouvernement a mis la réforme de l'assurance chômage sur le tapis et parmi les pistes possibles, il y a la possibilité de rendre dégressives les allocations chômage, comme ça existe par exemple en Allemagne. L'objectif étant de favoriser la recherche d'emploi ou d'inciter les chômeurs à rechercher un emploi plus vite. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il y a des chômeurs qui ne le sont pas vraiment ? En tout cas, c'est un projet ou une possibilité qui déplaît souverainement à Philippe Martinez, c'est le secrétaire général de la CGT. Il le rappelait encore il y a quelques jours au micro d'RMC. Parce que certains salariés ne mériteraient pas leur salaire. Non, mais je pose la question derrière, parce que c'est pas vous, mais ceux qui proposent ça derrière, c'est ça. C'est qu'en gros, c'est des profiteurs. Trouvons-leur du boulot. Ils resteront pas au chômage, mais trouvons-leur du boulot payé à leur qualification. Et on pense évidemment à cette interpellation d'un chômeur par le président de la République, c'était il y a 10 jours maintenant, il y a une semaine plutôt, lors des journées du patrimoine, le président ayant dit à ce monsieur qui cherchait du travail, mais vous n'avez qu'à traverser la rue et vous en trouverez, ce qui pouvait laisser sous-entendre que peut-être il n'était pas assez énergique dans ses recherches d'emploi. Étienne Girard, c'est de la dynamite ce sujet ? Ah oui, absolument. Ça va provoquer des réactions en chaîne si ça se fait. J'ai quand même un doute sur le fait que ça aille jusqu'au bout. Il n'y a qu'une seule question à se poser sur ce sujet-là, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que rendre les allocations chômage dégressives, ça permettra aux gens et ça motivera les gens à trouver un emploi plus rapidement ? Il suffit de regarder à l'étranger. Est-ce que dans les pays où ça se fait, où les allocations sont dégressives, les gens trouvent plus rapidement un emploi ? Non, il n'y a rien de probant là-dessus. Il y a 7 pays dans lesquels ça se fait dans l'Union européenne. Il n'y a aucune statistique extrêmement probante sur le sujet. Et c'est la seule question qu'on doit se poser. Et donc, puisque la réponse est non, alors non, il ne faut pas le faire. Mais pourquoi on se pose la question aujourd'hui ? D'ailleurs, ce n'est pas pour ça. C'est pour une question budgétaire. On veut faire des économies. Le budget de l'UNEDIC, on le sait, a une dette abyssale et ça permettrait de combler cette dette, de payer un peu moins, de donner un peu moins d'argent aux chômeurs. Mais ce n'est pas comme ça qu'on retrouvera du boulot plus facilement. Alors comme cette émission s'appelle Point de vue, je me permets de donner le mien, surtout que j'ai écrit un éditorial sur ce sujet aujourd'hui. Moi, je constate que dans des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, dès lors qu'on a rendu dégressive le montant des allocations ou qu'on les a limitées, puisque au Royaume-Uni, c'est 400 € pour tout le monde, quel que soit votre travail précédent, il y a moins de chômage. Après, est-ce qu'il y a un lien ou non ? C'est évidemment là-dessus qu'il y a le débat. C'est la question du jour aussi sur le Figaro.fr. Êtes-vous favorable à la dégressivité des allocations chômage ? Et on va peut-être qu'il y a à peu près les 2/3 de ceux qui sont interrogés, un tout petit peu plus, même 67%, qui répond oui. Alexis Poulain, vous répondez quoi, vous, à cette question ? Moi, je réponds non, évidemment. Non, on ne sait pas.
Non, je trouve que c'est évidemment une mesure qui est là pour faire des économies sur la dette de l'Unédic, mais qui, là où elle existe, effectivement, n'a pas prouvé le fait de créer des emplois. C'est pas parce qu'on va faire un taux dégressif pour les chômeurs qu'ils vont aller chercher plus d'emplois. Ce qu'on voit en Allemagne, par exemple, c'est l'inquiétude de Pôle emploi, du Job Center, où chaque mois il faut s'y rendre, on n'est pas sûr, on doit accepter un emploi ou deux. Justement, ils ont cette obligation d'accepter des emplois qui sont parfois mal payés, qui sont précaires. Et donc on est dans une spirale finalement de la précarité, où là, faire ce principe de dégressivité, ça va simplement mettre des gens qui sont déjà à la limite de la précarité dans davantage de difficultés financières. Pourquoi faire ça? Pourquoi pénaliser toujours les mêmes? À un moment, on peut aussi aller chercher l'argent ailleurs que sur le dos des chômeurs qui font tout ce qu'ils peuvent. Je suis désolé, mais un chômeur, il n'est pas là pour rester au chômage, il est là pour trouver un emploi. S'il met du temps, c'est parce qu'il souhaite avoir un emploi qui correspond à ses qualifications, qui correspond aussi à ce qu'il souhaite faire dans la vie, et que, eh bien, c'est normal qu'il ait ce temps-là. Enfin, on a construit cette société-là pour justement donner une chance à tout le monde. Mais il y a beaucoup de chômeurs peu qualifiés en France, et de l'autre côté, il y a des centaines de milliers d'emplois, notamment dans la restauration, c'est là-dessus que le président de la République insistait, qui ne sont pas pourvus. Donc là, il y a quand même un problème, non? Oui, il y a un problème bien sûr de formation, mais d'ailleurs, une des branches de la politique d'Emmanuel Macron, c'est la formation, tout au long de la vie, avec le sac à dos formation, etc. Donc il y a ça. Il y a aussi les réalités. Enfin, tout le monde n'est pas mobile. Quand on a une famille, on ne peut pas non plus prendre un emploi à l'autre bout de l'Europe, parce que je vois que maintenant Pôle emploi propose aussi d'aller en Tchéquie pour là des emplois qualifiés. C'était juste de l'autre côté de la rue, a dit le Voilà, président. alors là, Donc, c'est moins l'autre côté de l'Europe, mais pourquoi pas. Mais tout le monde ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que la pression sociale, familiale, fait que la mobilité, c'est pas forcément pour tout le monde, que la formation aussi n'est pas forcément pour tout le monde. Des gens vont avoir du mal à se former ou vont se tromper aussi de filière, donc il faut un accompagnement complet. Est-ce que Pôle emploi aujourd'hui a les ressources pour s'occuper des chômeurs correctement? La question est là. Je pense que Pôle emploi n'est pas correctement équipé pour faire son boulot. Des réactions d'internautes. Cambronne qui nous dit poliment, oui pour la dégressivité des allocations, si on limite les cotisations. La CGT n'est plus crédible, écrit de son côté, écrit un commentateur sur le site du Figaro. Et Olympe nous dit, si ça pousse les gens à aller chercher un boulot, c'est déjà pas mal. C'est une façon assez directe de résumer le sujet. Judith Weintraub, votre point de vue sur cette question? Bon, il n'y a pas de comparaison pertinente fondée sur une seule mesure, étant donné la diversité des systèmes. Donc dire dans les 6 ou 7 pays où la dégressivité des indemnités est appliquée, ça ne marche pas, ça n'est pas pertinent, je suis désolée. On ne peut pas dire que ça marche. Non, il faut voir l'ensemble. Et effectivement, le contre-exemple type, c'est la Grande-Bretagne où il n'y a pas de dégressivité, mais en revanche, c'est très peu. Quel que soit votre niveau de qualification, quel que soit le salaire que vous touchiez avant d'être au chômage, et ça s'arrête au bout de 6 mois. Ça n'a rien à voir. Donc, oui, mais c'est le taux de chômage le plus bas d'Europe. Donc c'est un ensemble de mesures. Est-ce qu'on veut ce modèle-là? C'est un ensemble de mesures extrêmement difficiles. D'après Pôle emploi, il y a 15 à 20% des chômeurs qui ne cherchent pas activement. Ce pas tous des gens qui adorent glander, ce sont des gens aussi qui font un calcul rationnel. Qu'est-ce que ça me coûte qu'est-ce que ça me rapporte d'avoir un emploi, sachant que je vais devoir faire garder mes enfants, que ça aura un coût, que je n'aurai plus droit à telle ou telle subvention, allocation, ça aura un coût aussi. Donc nous avons en France un problème qu'on connaît depuis très longtemps, qui est la comparaison entre les revenus de l'activité et les revenus de l'assistance. Ça, c'est une donnée fondamentale à prendre en compte, à mon avis, bien avant la dégressivité des aides. Ça ne peut qu'être un élément de la réponse à la dégressivité des aides. Et puis, évidemment, la formation, l'inadéquation entre la recherche d'emploi et l'offre et la formation. Mais il y a un autre élément aussi, vous parlez des petits boulots en Allemagne. On oublie toujours de dire, quand on parle de petits boulots en Allemagne ou en Angleterre, que l'intérêt de la chose, c'est que ça vous remet dans le marché de l'emploi et qu'on ne reste pas dans un petit boulot. Un chômeur français de longue durée reste beaucoup plus longtemps à son chômage que quelqu'un qui occupe un petit boulot en Angleterre. Ça lui permet de passer à autre chose. Et c'est tout à fait différent. Parce que vous avez des gens très souvent, qui multiplient les boulots en parallèle. Regardez les chiffres, il y a beaucoup plus de mobilité. Et en France, on a eu aussi le territoire zéro chômeur aussi pour les chômeurs de longue durée, qui est un projet pilote qui commence aussi, qui est dans la proposition de loi, pour dire qu'il faut justement s'occuper
des chômeurs de longue durée qu'il faut aussi avoir des bassins d'emploi locaux, enfin aller chercher sur les territoires. On ne peut pas dire effectivement traverser la rue, aller à Montparnasse. Non, il faut s'occuper des chômeurs là où ils habitent aussi. C'est vrai qu'en France, en plus, on est moins apte à la mobilité que chez certains de nos voisins européens. Mais ce côté petit job qu'on méprise en France, moi je me souviens même de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, disant je préfère être chômeur en France que travailleur pauvre en Allemagne. Ça, c'est une aberration parce qu'on sait que psychologiquement, être dans le marché du travail ou être hors du marché du travail, c'est pas du tout pareil. Et les gens qui disent que c'est pareil n'y comprennent rien. À cet égard, moi, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement veut en finir avec ce système qui permet de cumuler un revenu d'activité et une partie du chômage. Vous savez que ça avait été fait pour favoriser l'insertion dans le marché du travail. Ça marche plutôt bien. Apparemment, le gouvernement a trouvé des gens qui lui disaient que ça confortait les gens dans leur chômage. Ça ne les poussait pas à rechercher davantage de travail, à moins qu'il ait trouvé des gens qui lui aient dit que c'était une source importante d'économie et qu'il fallait couper dans ce budget-là. Mais en tout cas, c'est une mesure qui me paraît très négative. Bernard ? Quelques mots. Il me semble que l'action du gouvernement, très souvent, on l'a vu avec le plan pauvreté, cherche avant tout, je dirais, à gérer la pénurie. Ou à organiser, dans le fond, les situations difficiles. Pour régler la question du chômage, je ne dis pas qu'elle se règle du jour au lendemain, naturellement, mais c'est d'abord et avant tout de permettre à l'activité économique de se développer. Donc avant peut-être de se demander s'il faut appauvrir les chômeurs, il faudrait peut-être d'abord se demander est-ce qu'on donne aux entreprises la capacité de créer de l'emploi ? Et donc, effectivement, il me semble qu'il y a un certain nombre de mesures qui ne sont évoquées par personne, mais qui pourraient favoriser, je dirais, la création d'emplois, en particulier, par exemple, le fait de défiscaliser, ou en tout cas de ne pas fiscaliser les dividendes non distribués. Ça permettrait aux entreprises d'avoir de la trésorerie, de leur permettre de faire de l'investissement. Ça me paraît quelque chose de plus positif, si vous voulez, que de chercher en revanche à faire des économies sur ceux qui, a priori, sont quand même les plus pauvres. Qu'il y ait des fraudeurs, qu'il faille, je dirais, j'allais presque dire les pourchasser, c'est peut-être un peu excessif, je dirais, pour les aides sociales ou des personnes qui profitent du système de l'indemnisation du chômage, c'est certain. Qu'il faille, je dirais, essayer de favoriser le retour à l'emploi, c'est peut-être avant tout par des mesures positives, plus que par, je dirais, des mesures de rétorsion, me semble-t-il. Et puis, le problème, alors là, peut-être que c'est mon côté catho-social qui parle, le problème, c'est que on a une situation dans laquelle peut-être que certains économistes ou certains, je dirais, technocrates, ne se rendent peut-être pas compte, je dirais, de la difficulté de l'exercice du travail. On a parlé de la question des déplacements, des questions familiales. C'est très important. Et puis, il y a autre chose. C'est la suractivité pour conserver son travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on va, j'allais dire, donner pied et poings liés à un certain nombre d'entreprises dont certaines ne sont peut-être pas motivées par des questions sociales, ou en tout cas par un respect de leurs salariés. Si on les donne pied et poings liés, on va se retrouver avec des personnes qui, certes, vont être dans la précarité, mais d'autres vont se retrouver aussi dans une nécessité de surtravail pour pouvoir conserver leur emploi. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un risque à ce que, je dirais, le climat social devienne, je dirais, extrêmement délétère entre, pour dire les choses rapidement, ceux qui se retrouvent dans une situation de sécurité dans l'emploi et ceux qui se retrouvent, et je ne relance pas la lutte des classes entre fonctionnaires et autres, je parle simplement de la sécurité dans l'emploi, ne serait-ce que parce qu'ils ont une activité qui est dans le vent et qui fait qu'ils auront du travail dans une entreprise ou dans une autre, et ceux qui se retrouvent, je dirais, dans une insécurité du travail. Et créer une insécurité dans l'indemnisation du chômage, c'est augmenter encore l'insécurité dans le travail.
je ne suis pas certain que ce soit quelque chose d'extrêmement positif. Il me semble qu'il vaut mieux une mesure positive permettant la création de l'emploi plus que le fait de pourchasser les chômeurs. Une dernière question sur ce sujet ouverte. Que pensez-vous de la proposition du patronat de la restauration et de l'hôtellerie qui dit aujourd'hui, les migrants qui arrivent en France ne peuvent pas travailler tant que leur situation n'a pas été éclaircie juridiquement. Comme nous n'arrivons pas à trouver de personnel, laissez-nous les faire travailler. Vous diriez plutôt bonne idée, mauvaise idée ? Mauvaise idée dans la mesure où on considère que la France doit maîtriser sa politique d'immigration et d'accueil parce qu'elle ne fournit plus les instruments de l'intégration de sa population d'origine étrangère. Et mauvaise idée parce que, évidemment, les employeurs ne voudront plus embaucher des Français au chômage puisqu'ils auront une main-d'œuvre. Mais ils disent qu'ils n'y arrivent pas. Mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est la question de l'adéquation entre l'offre et la demande. Et alors, si on va là-dessus, on n'a pas touché du doigt quelque chose de très important qui est un grand service public de la formation professionnelle qu'il faut construire pour que, justement, des gens qui ne trouvent pas d'emploi dans leur branche d'activité, l'horticulture par exemple, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des emplois dans cette sphère-là, puissent être formés à un autre métier. En tout cas, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, donc, recevait aujourd'hui les partenaires sociaux pour lancer les discussions sur ce sujet. Les syndicats ont jusqu'à janvier, février prochain pour essayer de se mettre d'accord entre eux. Et sinon, c'est l'État qui se saisira du dossier. Quelques commentaires d'internautes. Pour terminer, croire que les chômeurs sont des fainéants relève d'une méconnaissance totale du problème. Se fâche Drapeau Rouge, qui ne met pas le sien dans sa poche en l'occurrence. Il faudrait mieux favoriser la mobilité des travailleurs. Par exemple, en supprimant les taxes sur les ventes de maisons, nous dit Blueberry. Alors que Johan considère qu'il y a un chômage de confort en France, pourquoi ne trouve-t-on pas de personnel ? Et le commentaire, il faudrait surtout contrôler davantage le travail au noir. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de vous y rendre, mais c'est la fête du sport ce week-end partout en France, donc avec plein d'initiatives, mais avec un vrai mécontentement des milieux sportifs. Le budget 2019 pour le sport en France devrait passer de 480 à 450 millions d'euros, ce qui fait une baisse de 6%. Il y a notamment la suppression prévue de 1600 postes, ce qui déplaît profondément, et pas que à la nouvelle ministre des Sports, au Comité olympique français aussi, par exemple, qui a lancé une pétition contre ce projet. Est-ce que le sport français manque d'argent, Étienne Girard ? Après tout, c'est d'abord le sport amateur qui est concerné. On peut dire que si c'est le sport amateur, ce sont des bénévoles qui devraient s'en occuper, non ? Non, parce que le sport amateur, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent à faire fonctionner. Il me semble que la nation française a un vrai tribut envers le monde du sport qui fait rayonner notre pays. On a gagné la Coupe du Monde cette année de football et c'est en partie grâce au football amateur. Et les Jeux Olympiques sont dans... c'est en 2024, donc c'est dans 6 ans. Ouais. Non, c'est un signal assez inquiétant. Bien sûr, à l'échelle d'une nation, on peut considérer que le sport, c'est secondaire, mais aujourd'hui, le sport, ça véhicule énormément de valeurs et ça fait rayonner notre pays. Donc non, c'est dommage, surtout quand on menace de supprimer, j'ai cru comprendre, près de la moitié des postes au ministère des Sports. Non, il faut clairement tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Alors, comme j'ai mauvais esprit, j'ai remarqué que la pétition du Comité olympique français avait notamment été signée par la Fédération française de football. Je suis allé voir l'argent que rapporte chaque année le football professionnel en droit télévisé. C'est plus d'1 milliard par an, donc c'est-à-dire 2 fois la totalité du ministère, de l'argent du ministère des Sports, mais peut-être que néanmoins, ça n'est pas encore suffisant. Judith Weintraub. On ne peut pas dire que l'État doit réduire ses dépenses, et notamment en supprimant des postes de fonctionnaires partis à la retraite, et hurler à chaque fois quand par miracle, il le fait, puisque là, il supprime à peu près la moitié des effectifs, 1600 postes. 1600 postes, c'est ce qui a été supprimé l'année dernière. Je rappelle que pour tout le quinquennat, Emmanuel Macron s'était engagé à supprimer 50 000
postes dans la fonction publique d'État et 120 000 en tout, en comptant les territoires. Bon. Donc il faut bien commencer par quelque part. Oui, la question c'est qu'est-ce qu'a fait le sport pour mériter ça alors que tous les autres sont épargnés. Oui. Alexis Poulain. Oui, c'est le en même temps classique des actes qui ne vont pas du tout avec les paroles. Et derrière, c'est quand même fâcheux quand on voit que c'est aussi massivement la jeunesse qui va en pâtir, puisque les associations locales, le sport, c'est d'abord les jeunes, on va dire, qui vont avoir un niveau de sociabilité, qui vont rentrer dans une équipe de foot locale, des choses comme ça. Enfin, empêcher ça ou limiter les moyens qui sont donnés à ce qui est vraiment important pour faire société, pour arriver à justement ce vivre ensemble qui est impossible à faire. Peut-être qu'on apprend plus la laïcité sur un terrain de football qu'à l'école. Il y a des questions à se poser sur comment on utilise le sport aussi. Est-ce qu'on le fait correctement? Et puis après, bien sûr, la France championne du monde, le rayonnement international et l'accueil des Jeux Olympiques. Donc il faut réfléchir à pourquoi on supprime ces postes-là en priorité, alors qu'il y a peut-être d'autres choses à passer sous le couperet de Bercy. Mais vous les voyez, ces autres choses, par exemple? Vous pensez qu'il y aurait d'autres endroits, d'autres budgets, d'autres ministères où on pourrait faire des économies? Je pense qu'on peut faire des économies. Enfin, quand vous voyez les frais de limousine au Grand Palais, par exemple, si la Cour des comptes se penche un peu sur les dépenses des mandarins de l'État, il y a quelques petites économies à faire, oui. Allusion à Jean-Paul Cluzel, l'ancien président du Grand Palais, qui a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros au cours des 5 ans qu'il a passé à la présidence de cet organisme, en frais de taxi et de voitures dénommée limousine. Guillaume Bernard, est-ce que le catholique social que vous êtes, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ou que vous essayez d'être, considère aussi qu'il faut plus d'argent pour le sport, ou bien est-ce que, après tout, le bénévolat, ce bel engagement pourrait suppléer? Alors, puisque vous me tendez la perche, Guillaume Roquette, je vais vous répondre avec le principe de subsidiarité. Honnêtement, franchement, la suppression de ces postes-là ne m'émeut pas énormément, parce que ça a été dit quand même, il y a une hiérarchie des enjeux, je dirais, pour ce qui concerne la puissance de la France. J'entends bien que la Coupe du Monde, ça, symboliquement, c'est important, mais enfin bon, la puissance d'un pays, la puissance géopolitique d'un pays, c'est quand même plus que la question, je dirais, du sport. Honnêtement, moi, je pense que le sport a de l'importance pour la sociabilisation, je dirais, des jeunes, leur apprendre l'esprit d'équipe, leur apprendre, je dirais, l'effort. Est-ce que c'est du haut de l'État, d'un ministère, qu'on permet des activités sportives pour des jeunes? Il me semble que c'est quand même plutôt et dans le milieu scolaire et dans le milieu communal, où là, effectivement, il doit peut-être y avoir des dépenses pour des infrastructures sportives, pour favoriser cette activité-là. Mais sincèrement, je dirais, le fait qu'il y ait une politique nationale sportive, moi, ça ne me paraît pas, je dirais, d'une importance absolue. Il me semble que s'il doit y avoir des efforts, c'est beaucoup plus sur les questions d'instruction publique, de niveau, je dirais, d'instruction, de formation professionnelle, plus que sur les questions sportives, qui, encore une fois, ont leur importance, mais comme élément complémentaire. J'avoue peut-être que là, je prêche pour ma paroisse, plus pour les universités que pour les terrains de sport. Mais bon, et là, c'est le professeur d'enseignement supérieur qui parle. Ce qui est probable, en tout cas, c'est que si ces baisses de budget se confirment, elles vont avoir un impact réel sur l'organisation du sport en France. Écoutez, qu'en disait Thomas Remoller, qui est le directeur d'une agence conseil dans le sport, il était la semaine dernière sur le plateau de Figaro Live. Ce qui est remis en question, c'est plutôt au niveau national. Si vous allez dans les clubs, ils sont au courant de rien. Il y aura toujours des clubs et globalement, il y aura toujours des fédérations. Au pire, il y en a peut-être qui vont se rapprocher. On peut imaginer qu'il y a des pays, en Allemagne, il y a beaucoup moins de fédérations qu'en France. On peut imaginer qu'il y a des fédérations qui se rapprochent. Alexis Poulain, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à l'intelligence collective? S'il y a moins d'argent, on s'organisera autrement, puis voilà. Oui, on peut. Enfin, on peut toujours faire plus avec moins. C'est ce que, à peu près, la politique de l'État français depuis quelques années. Alors après, il faut voir ce qu'on fait. Encore qu'ils ne dépensent pas beaucoup moins. Les dépenses ne baissent pas. Là, Judith Vingegaard va vous reprendre. C'est vrai. Disons que c'est l'axe qui est difficile à atteindre. Il faut mettre le but. Bon, alors c'est difficile. Mais il y a une question aussi sur ce financement du sport. Quand on voit effectivement les sommes folles du football professionnel, est-ce qu'on ne peut pas faire une taxe par rapport à ça en disant vous n'allez pas être pauvre, la Fédération française de foot, enfin peut-être que vous pouvez donner aussi aux petits sports à côté qui ont besoin, qui est le handball, qui est le rugby. Pour le coup, le marché des joueurs internationaux est un marché extrêmement concurrentiel et vous ne les avez pas avec des bonnes paroles.
Non, mais c'est au-delà de ça. Il y a une réflexion à faire sur comment financer un secteur qui est, pour moi, aussi important que l'éducation pour la jeunesse. Même s'il est vrai, pour être tout à fait précis, que c'est davantage la Ligue de football professionnelle que la fédération qui empoche cet argent. On va laisser le dernier mot à nos internautes, que ce sujet intéresse de toute évidence. Le sport est réduit à quelques disciplines phares, mais au quotidien, ce sont les éducateurs qui ont besoin d'argent pour former les talents de demain, nous dit Franck. Tandis que Johan nous dit le sport favorise la camaraderie, le goût de l'effort. Honte à Macron. Voilà, un autre point de vue, un peu différent. Wagdox nous dit l'administration sportive, c'est copinage à tous les niveaux. Eh bien, ce sont sur ces points de vue contrastés, mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette émission, qu'on va rendre l'antenne. Point de vue, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve avec joie à la même heure et au même endroit lundi prochain. Bon week-end à tous, merci.